Bonsoir. Alors, merci d'être venus si nombreux ce soir. Vous m'entendez ? Je vais le prendre comme ça, sinon je ne vais pas y arriver. Donc, nous sommes honorés et ravis d'accueillir ce soir Philippe Descola pour cette troisième conférence. Donc, en quoi le monde devient-il moins habitable ? Cette question est celle à laquelle tente de répondre aujourd'hui l'ensemble des sciences humaines, sociales, de la vie et de la Terre lorsqu'elle s'intéresse à l'Anthropocène. La simplicité de sa formulation fait que cette question, dont vous êtes l'auteur, parle aussi à tout à chacun et l'interroge sur la situation du monde aujourd'hui. Cette question a été prise au mot dans la préparation de l'expo Vie d'ordures. Cette exposition que je vous invite à visiter jusqu'au 14 août traite de l'économie des déchets en prenant pour terrain la Méditerranée, ses rivages, ses deltas, ses villes, ses quartiers. Fondée sur des enquêtes ethnographiques réalisées en Turquie, en Albanie, en Égypte, en Italie, en Tunisie, au Maroc et dans le sud-est de la France, cette exposition a pour ambition de montrer ce que font les humains aux déchets, et tout en cherchant à comprendre ce que font les déchets aux humains. En observant, puis en exposant les façons dont nous les collectons, les trions, les transformant, avec l'inventivité de la nécessité, ces vies d'ordures dessinent un monde d'échanges et de transferts autour des restes qui s'avèrent être bien davantage que de simples rebuts. Par leur détournement, mais également par les traitements dont ils font l'objet, les déchets donnent ainsi forme à nos paysages, à nos relations sociales, économiques et politiques. Car telles sont peut-être les ruses des détritus. Ils combinent leur vie aux nôtres jusqu'à nous paraître familiers. Pour le meilleur peut-être, mais parfois pour le pire, lorsqu'ils composent des mondes inhabitables. Avec Denis Chevalier, nous défendons une conception du musée réflexif et investigateur, qui se prolonge dans ce cycle de conférences Nature, Culture, Ordure, soutenu par la Société des Amis du Mucem et Mediapart. Alors pour rappel, nous avons commencé par nous demander comment en est-on arrivé là. Une première conférence proposait un autre récit de l'Anthropocène, écrit par l'historien Christophe Bonneuil, lu par le comédien Philippe Fenwick et mis en scène par Jean-Aubert Vialet. Un récit éco-marxiste qui pointait entre autres le partage inégal des responsabilités dans la catastrophe écologique. Qui est ce nous ? Quel homme a supplanté les forces naturelles et déstabilisé le système Terre ? Bref, qui est l'anthropos de l'Anthropocène ? Est-ce l'Indien Yanomami qui chasse, pêche et jardine sans le recours à aucune énergie fossile, au même titre que l'Américain moyen ? Baptiste Mont-Saint-Jean, dans une deuxième conférence consacrée à la face cachée de cet Homo economicus, l'Homo detritus, nous invitait à repenser notre relation aux déchets. Trier, réduire, réutiliser, recycler, nous appliquons les règles du bien jeté en croyant sauver la planète. Des petits gestes à défaut de grands choix, s'interrogeait Baptiste. Cette quête de pureté qui accompagne l'histoire des sociétés industrielles nous raconte en réalité le rapport ambivalent de l'homme contemporain avec la nature. Mais est-il seulement possible de faire monde sans faire de reste ? Ainsi, l'Anthropocène est un cadre de réflexion très stimulant pour penser à de nouveaux frais l'ontologie du déchet. Les restes qui proviennent de l'activité humaine ne sont pas qu'une forme ultime de processus culturel ou sous-système productif d'une civilisation. Leur existence est en grande partie solidaire de boucles de rétroaction biochimique d'échelle planétaire, où l'activité humaine prend place. L'homéostasie de la Terre, ou Gaïa, cette caractéristique d'un écosystème qui résiste au changement et conserve un état d'équilibre, nous incite à penser un renouvellement du vivant sur fond de réinvestissement des rebuts. Il y a très rarement de consommation ultime. En d'autres termes, l'enjeu de ce cycle de conférences serait de se défaire de cette représentation de la relation des humains à leur environnement reposant sur la partition nature-culture. Autrement dit, de la manière dont l'Occident conçoit l'homme comme un être émancipé de la nature. L'enjeu est de penser un autre rôle pour les humains que celui de la maîtrise environnementale, aussi vertueuse soit-elle,
Peut-être est-il temps de sortir de notre ethnocentrisme et de découvrir en nous-mêmes notre part d'animisme, de mobiliser d'autres représentations plus aptes à rendre sensibles les questions de l'Anthropocène. Alors pour cela, nous avons l'honneur et le plaisir ce soir d'accueillir, d'écouter et de dialoguer avec Philippe Descola. Dans ce troisième opus, intitulé « Penser la nature à l'heure de l'Anthropocène », nous verrons précisément que la manière dont l'Occident moderne se représente la nature est la chose du monde la moins partagée. Mais avant de vous donner la parole, permettez-moi, Philippe, de vous présenter brièvement, de préciser d'où vous parlez. Alors, tout a commencé pour vous à la fin des années 70 en Haute-Amazonie. Durant 3 ans, pour les besoins de votre thèse d'ethnologie sur la direction de Claude Lévi-Strauss, vous avez, avec Anne-Christine Taylor, partagé la vie des Jivaro à Shuar, le peuple du palmier d'eau. Peu à peu, vous êtes entré dans une autre composition du monde, où le jaguar solitaire a une place semblable à celle du chaman, où le chasseur chante pour demander au singe laineux de se laisser tuer, où les plantes du jardin sont des enfants, le toucan un beau-frère, où la nature fait partie de la maison commune, ce que l'anthropologue appellera la nature domestique. De cette expérience, vous rapportez une thèse et un splendide récit, Les lances du crépuscule. Vous ne cesserez par la suite de méditer et de creuser ce terrain jusqu'à remettre la nature au cœur des sciences de l'homme. Vous êtes aujourd'hui professeur au Collège de France, titulaire d'une chaire d'anthropologie de la nature, non pour s'interroger sur une hypothétique nature humaine, mais pour élargir aux dimensions du monde la manière dont humains et non-humains négocient leur coexistence, ce que vous appelez composer des mondes. Mais je vous en prie, c'est à vous. Vous avez 45 minutes pour nous aventurer par-delà nature et culture. Merci. Je vais sans doute répéter certaines des choses que Christophe Bonneuil a dites à propos de l'Anthropocène, mais je pense qu'il n'est pas inutile de les répéter. En tout cas, je commencerai par ça. La conférence de Paris sur le climat, la COP21, qui s'est tenue en décembre 2015, a contribué à faire prendre conscience à de nombreux citoyens du monde que les humains étaient entrés dans une ère nouvelle, dans laquelle ils étaient devenus, les humains, une force naturelle. En quoi, et on a appelé ça, certains l'ont appelé Anthropocène. Et la question que l'on peut se poser, c'est en quoi, au fond, l'Anthropocène se distingue-t-elle de l'anthropisation? Qu'a-t-elle de nouveau par rapport au mouvement continu d'humanisation de la planète, dont les effets sont visibles depuis, au fond, bien avant les débuts de l'Holocène, il y a une dizaine de milliers d'années. Car on sait à présent, et c'est le travail des archéologues et des anthropologues en particulier, que cette anthropisation de la planète, elle est effective depuis très longtemps. Même les écosystèmes des régions qui paraissent avoir été peu affectées par l'action humaine avant la colonisation européenne, comme l'Amazonie ou comme l'Australie, ont été transformés en profondeur au cours des derniers millénaires par les techniques d'usage du milieu, en particulier l'horticulture itinérante sur brûlis, la sylviculture et les feux de brousse sélectifs, et aussi, quelques millénaires auparavant, par cet événement majeur que fut l'extinction de la mégafaune du Pléistocène, de nombreuses espèces qui ont disparu et dont l'ampleur a été considérable tant en Australie que dans les Amériques, suite à l'arrivée des premiers occupants humains. Donc l'anthropisation de la planète, c'est une affaire qui dure depuis longtemps. Et pour donner un simple exemple de la profondeur de cette anthropisation, la forêt amazonienne, par exemple, elle n'est pas, comme on le croit souvent, le dernier espace de forêt vierge à la surface de la Terre. C'est un écosystème qui est très largement anthropogénique, c'est-à-dire qui a été transformé et produit par les humains. La composition floristique de l'Amazonie en particulier a été transformée en profondeur au cours des 10 derniers millénaires par les manipulations végétales et par les pratiques culturales des Amérindiens,
avec le résultat qu'à taux égal de biodiversité, d'espèces, donc, les zones végétales, les zones affectées par l'action humaine présentent une densité beaucoup plus élevée de plantes utiles à l'homme que celles où il a été peu présent. Donc encore une fois, cette empreinte anthropique sur la planète, c'est quelque chose de très ancien. Mais il me semble que l'Anthropocène doit être distingué de ce mouvement de coévolution des humains et des non-humains qui dure depuis 200 000 ans et qui a façonné la Terre en transformant les biotopes et leurs conditions de fonctionnement. Le terme Anthropocène désigne en réalité un effet systémique plus global auquel, évidemment, les altérations d'écosystèmes locaux contribuent pour une part, mais dont le résultat général est une transformation cumulative et en voie d'accélération du fonctionnement climatique de la Terre. C'est une transformation dont les conséquences vont se faire sentir pendant un grand nombre de siècles, peut-être même de millénaires, et qu'il n'est pas absurde de faire remonter au début de la révolution industrielle vers 1800. C'est d'ailleurs la date que les inventeurs du concept d'Anthropocène, le chimiste Paul Crutzen et le biologiste Eugen Sturmer, ont eux-mêmes retenu lorsqu'ils ont fait démarrer leur nouvelle ère géologique avec le perfectionnement par James Watt de la machine à vapeur. Le choix de cette date, donc le début de la révolution industrielle, permet de dissiper le flou qui entoure la définition du mystérieux anthropos de l'Anthropocène. Évidemment, ce n'est pas l'humanité tout entière qui est à l'origine du réchauffement global ou de la 6e extinction des espèces. Car quelle que soit l'incidence des actions des Indiens d'Amazonie, des aborigènes australiens, sur les écosystèmes qu'ils ont contribué à façonner, ce ne sont pas eux qui sont la cause de l'augmentation d'un tiers de la concentration atmosphérique en CO2, de l'acidification des océans, de la fonte des glaciers et de la pollution croissante des sols, des eaux et de l'atmosphère, en particulier des sols et des eaux, par des déchets difficilement biodégradables, dont l'exposition, vie d'ordures précisément, brosse un tableau absolument saisissant. La cause principale de l'entrée dans l'Anthropocène, c'est le développement, depuis quelques siècles, d'abord en Europe occidentale, puis dans d'autres régions de la planète, d'un mode de composition du monde que l'on a diversement appelé, selon les aspects du système que l'on souhaitait mettre en évidence, capitalisme industriel, révolution thermodynamique, technocène, modernité, poubellocène ou naturalisme. C'est le dernier des termes que j'emploie plus tôt, vous verrez les raisons pour lesquelles je le fais. En quoi consiste ce système ? Il est d'abord fondé, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, sur l'affirmation d'une différence de nature et non plus de degré entre les humains et les non-humains, une différence qui met l'accent sur le fait que les humains partagent avec les non-humains des propriétés physiques et chimiques universelles, mais qu'ils s'en distinguent par leur disposition morale et leur disposition cognitive. Le résultat, c'est quoi ? Bien, c'est l'émergence d'une nature extérieure vis-à-vis de laquelle les humains se sont mis en retrait et en surplomb pour mieux la connaître, pour mieux la maîtriser, et c'est le principe directeur d'une ontologie que j'ai précisément appelée naturaliste et sur laquelle je reviendrai dans un moment. Et au lieu des longues chaînes de relations entrecroisées qui associaient parmi les peuples non modernes les humains, les plantes, les animaux, les divinités, les paysages, les ancêtres, on n'a plus maintenant
dans l'ontologie naturaliste que ce bloc central des humains, source de toute inventivité et de toute décision, bien séparé du monde au sein duquel les humains s'ébattent, qu'on appelle un environnement, pour bien marquer que en fait, c'est un entourage dont la dimension centrale sont les humains, et c'est un bloc indistinct que l'on a longtemps appelé nature, mais que, comme je viens de le dire, maintenant on préfère appeler environnement. Sur ce socle ontologique s'est greffé un basculement dans la nature et dans l'usage de l'énergie. Depuis des millénaires, les sociétés agraires reposaient sur l'énergie solaire. Pas sur les panneaux solaires, mais sur la photosynthèse, c'est-à-dire une opération naturelle, c'est la photosynthèse des espèces de plantes et de différentes espèces de plantes et leur conversion en nourriture, et sur l'énergie fournie par l'action dirigée des humains et des animaux. Donc les piliers de la vie, c'était la terre et le travail. Des ressources qui sont longtemps demeurées inaliénables. Et le développement du capitalisme marchand et le système colonial, puis impérialiste, sur lequel il s'appuyait, ont permis la diversification globale des sources d'énergie, de matières premières et de biens manufacturés, en même temps que leur péréquation grâce à la monnaie. Tout devenait convertible en argent, et les différences de coûts de production qui étaient rendues possibles par le transport à bas prix des marchandises au lieu transformèrent celles-ci en une source de profit financier considérable. Donc, non seulement, comme Marx d'ailleurs l'avait bien vu, l'argent dérivait désormais du transfert des marchandises au lieu d'en être un simple moyen, un outil pour échanger des marchandises, mais encore ces marchandises, à travers l'argent, fournissaient le moyen d'obtenir une énergie bon marché, déconnectée du contrôle de la terre agricole. Donc on entrait ainsi de plein pied dans l'illusion majeure de ces 2 derniers siècles, la nature comme une ressource infinie permettant une croissance infinie grâce au perfectionnement infini des techniques. Et en ce sens, la machine de Watt n'est pas tant la cause première de l'entrée dans l'Anthropocène que plutôt le premier résultat de l'accélération des échanges marchands, accélération qui rendait nécessaire le contrôle des énergies fossiles, devenues désormais plus importantes pour la production et pour le transport que l'énergie stockée dans les êtres vivants. Alors, il n'y a rien de nouveau dans ce que je viens de dire, mais je pense qu'il faut le rappeler sans relâche pour signaler que le présent, la période que nous vivons, est le résultat d'une histoire humaine de la nature qui est tout à fait singulière et qu'elle n'est pas le résultat, en quelque sorte, inéluctable du développement des ingéniosités et des découvertes scientifiques. Parce que les autres civilisations n'ont pas connu ce type d'évolution. Et c'est depuis moins d'un siècle, au fond, que certaines d'entre elles ont adopté ce mode de développement sans retenue que le naturalisme induit. Ce n'est pas que les autres civilisations, les autres cultures aient ignoré qu'il pouvait y avoir des différences et des ressemblances entre les humains et les non-humains. Mais elles ne les ont pas détectées là où les Occidentaux les avaient placées, et elles ont continué à penser que la nature, pour reprendre la formule que j'aime particulièrement du grand poète portugais Fernando Pessoa, la nature, ce sont des parties sans un tout. Et en fait, notre opération de prestidigitation des modernes en Europe, c'est d'avoir agrégé ces parties en une totalité que nous avons appelée la nature. Dans l'étude de ce genre de diversité, évidemment, l'anthropologie joue un rôle de premier plan. C'est
mon métier, donc vous ne vous étonnerez pas que je fasse un plaidoyer pour la science que je pratique. Ce n'est pas pour répondre nécessairement et en premier lieu aux sollicitations de l'actualité, mais c'est au fond parce qu'il me semble indispensable de replacer la compréhension des attitudes contemporaines vis-à-vis de la nature et vis-à-vis du monde dans un vaste cadre comparatif où peuvent être examinées les différentes conceptions de la dimension biologique de l'homme et des rapports à leur milieu que les peuples se sont forgés au fil du temps et sous toutes les latitudes. Il s'agit en somme de rendre intelligible, pour les anthropologues, la manière dont des organismes particuliers, les humains, s'insèrent dans le monde, en sélectionnent certaines propriétés pour leur usage et concourent à modifier ce monde en tissant avec lui, mais aussi entre eux, des liens constants ou occasionnels d'une diversité remarquable parce que sinon il n'y aurait pas d'anthropologie, mais d'une diversité qui n'est pas infinie. Et c'est pour ça qu'il y a un espoir de comprendre la diversité de ces formules de relations entre les humains et les non-humains. Ces liens, traditionnellement, on les appelle des invariants anthropologiques. Certains de ces invariants sont connus depuis longtemps. Par exemple, le nombre réduit de classer les parents et de les regrouper en catégories nommées, ou bien encore l'organisation hiérarchique de la classification des plantes et des animaux. Mais il y a un autre type d'invariant anthropologique qui concerne plus particulièrement la question du rapport à la nature que j'évoquais en préambule, en ce qu'il paraît structurer les liens extrêmement divers que les sociétés entretiennent avec les milieux où elles déploient leur existence. C'est à ce genre d'invariant que j'ai consacré l'essentiel de mon attention depuis une quarantaine d'années. Car l'étude interculturelle des modes d'objectivation des non-humains pose un problème de taille. En effet, les peuples non modernes, dont l'ethnologie a longtemps fait son objet principal, ce n'est plus le cas, il suffit de voir l'exposition de Yann-Philippe Tastevin, ces peuples non modernes ont tendance à attribuer aux plantes et aux animaux des caractéristiques de la vie sociale. Or, tous ces peuples que l'on a longtemps qualifiés de naturels ne sont paradoxalement pas du tout englués dans la nature, puisque les objets et les êtres qui peuplent leur milieu se conforment au contraire, selon eux, à bien des règles de la société. Et donc une nature qui est dotée ainsi de la plupart des attributs de l'humanité, c'est plus une nature. Et cette notion, en effet, a été forgée, la notion de nature, en Occident pour désigner l'ensemble des êtres et des phénomènes qui, dans la mesure où ils possèdent des lois de développement propres, se distinguent de la sphère de l'action humaine. Bref, bien des sociétés de par le monde, et encore à l'heure actuelle, ne séparent pas la nature et la culture, ignorent d'ailleurs complètement ces deux concepts qui sont intraduisibles en dehors des langues européennes, comme si c'était deux domaines de réalité incompatibles. Et c'est en outre une distinction dont on peut montrer qu'elle est relativement récente dans l'histoire de l'Occident. Donc il est souhaitable de faire l'économie de cette division qui pourtant fait partie un peu du bagage intellectuel qui nous est transmis en particulier par l'institution scolaire, de faire l'économie de cette distinction entre nature et société lorsque l'on réfléchit aux moyens que l'humanité a employés pour s'objectiver dans le monde. Et une telle perspective, au fond, elle est importante en ce sens que, pour l'anthropologie, elle modifie même son objet. Celle-ci n'a plus, au fond, la tâche qui lui était autrefois dévolue d'étudier des institutions
et des pratiques qui sont d'une certaine façon classées selon leur degré d'autonomie vis-à-vis de la nature, son objectif à l'anthropologie maintenant, c'est d'étudier les formes et les propriétés des différents systèmes possibles de composition des mondes, c'est-à-dire d'association entre des humains et des non-humains. Alors, sur quel type d'invariant peut-on s'appuyer pour mener à bien une entreprise de cet ordre, c'est-à-dire pour échapper aux concepts au moyen desquels, aux notions au moyen desquelles nous pensons nous-mêmes notre monde, nous pensons nous-mêmes en Europe et dans une partie du monde occidentalisé, nous pensons nos mondes. Eh bien, je suis parti de l'hypothèse que tout être humain met en branle des dispositions qui sont à la fois corporelles et intentionnelles, c'est-à-dire que tout être humain, il est doté tout à la fois de capacités physiques qui lui permettent d'agir dans le monde et sur le monde, mais aussi d'une aptitude à se représenter mentalement des états de choses, à commencer par sa propre existence. Cet équipement permet aux humains de procéder à des identifications. Qu'est-ce que j'entends par identification? C'est le mécanisme élémentaire au moyen duquel n'importe quel humain va détecter des différences et des ressemblances entre lui et les êtres qui l'environnent, les êtres de toutes sortes, humains et non-humains qui l'environnent, tout simplement sur la base des analogies et des distinctions d'apparence, de comportement et de propriété entre ce que cet être humain va inférer à propos de ce qu'il est lui-même et à propos de ce qu'il va inférer à propos de ce que sont les autres. Or, les formules qui sont autorisées par la combinaison de l'attribution d'états mentaux et de l'attribution de propriétés physiques aux êtres qui nous entourent, que j'ai appelé d'un côté l'intériorité, de l'autre côté la physicalité, ces formules, elles sont réduites face à un autrui quelconque, humain ou non humain. Je peux supposer soit qu'il possède des éléments de physicalité et d'intériorité analogues aux miens, donc il est identique à moi sur le plan physique et moral, si je puis dire, soit que son intériorité et sa physicalité sont distinctes des miennes, il est donc complètement différent de moi, il n'y a pas de point commun, soit encore que nous avons des intériorités similaires et des physicalités différentes, c'est-à-dire qu'au fond, cet être, ça peut être un animal ou une plante, il a peut-être une âme, un esprit, une capacité réflexive identique à la mienne, mais en revanche, son corps diffère complètement du mien. Soit enfin que nos intériorités sont différentes et nos physicalités sont analogues, ça veut dire que cet animal, par exemple, n'a pas d'esprit, mais qu'en revanche, je peux reconnaître dans son corps des mécanismes qui sont identiques à ceux du mien. Ça, vous l'aurez reconnu, c'est notre formule à nous, c'est le naturalisme. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Donc ces quatre possibilités, ces quatre formules, elles définissent quatre grands types d'ontologie, c'est-à-dire de systèmes de propriété des choses, des êtres, des existants. Ces ontologies servent en outre de point d'ancrage à des formes cosmologiques, à des modèles de lien social, à des théories d'altérité. Je voudrais revenir sur chacun d'entre eux pour essayer de vous faire percevoir qu'au fond, la manière que nous avons, nous, de voir les choses, la manière que nous avons de composer des mondes, de composer un monde, la manière que nous avons, nous, de concevoir l'altérité de la nature, des animaux, des plantes, est quelque chose de très particulier. Et que, en fait, le caractère véritablement exotique de notre propre système doit être souligné de façon à faire baisser l'exotisme de la façon dont d'autres civilisations ont conçu leur propre forme de composition des mondes. Alors, je vais reprendre ces formules. La première, c'est une sorte d'expérience, je peux dire, par exemple, que, au vu des indices qu'une entité quelconque, observable dans mon environnement, peut me livrer, je peux estimer qu'elle possède une intériorité semblable à la mienne. Et donc un animal, une plante, quelquefois même un artefact, quelquefois même une simple présence perceptible par ses effets, me semble, tout comme moi, animé d'intentions propres.
Bah, ce n'est pas complètement inattendu. Nous, c'est une inférence que nous faisons nous aussi lorsque notre voiture tombe en panne par une nuit d'hiver sur une route enneigée. On peut penser qu'elle a, au fond, voulu se venger contre nous, je sais pas, de l'avoir maltraité peut-être. Donc ce genre d'inférence n'a rien d'inattendu. Mais aussi, cette inférence, elle peut être couplée avec l'idée que l'apparence physique sous laquelle cette entité que je discerne dans mon entourage, l'apparence physique sous laquelle elle s'offre à ma perception, elle diffère grandement de la mienne. Et donc, cet être, il est couvert de plumes, ou bien il est couvert d'écailles, il est couvert de feuilles, il est capable de se déplacer dans l'eau, ou bien de nager, etc. Et cette entité, donc, elle est prédéterminée par son corps à occuper une niche écologique tout à fait particulière et à y mener en conséquence une existence distinctive. L'univers d'un insecte n'est pas celui d'un poisson, qui n'est pas celui d'un humain, qui n'est pas celui d'un arbre, car chacun de ces univers, pour chacun de ces types d'êtres, est à la fois la condition et le résultat de l'actualisation de fonctions organiques singulières que les autres espèces ne possèdent pas. Donc les physicalités diffèrent à chaque fois. Donc je peux penser que la plupart des existants qui m'environnent vont répondre à ces caractéristiques. Leur intériorité n'est guère différente de la mienne. Je peux distinguer en eux des intentions, une volonté, peut-être une capacité de communiquer, mais ils se distinguent de moi par leur équipement physique, par le type d'opération que cet équipement physique leur permet d'accomplir, et par les points de vue contrastés que, de ce fait, il leur offre, cet équipement physique, sur le monde. Lorsqu'une telle attitude se généralise, lorsqu'elle se systématise parmi un groupe d'humains, on peut parler d'animisme. Alors c'est un terme qui a longtemps été décrié, mais que j'ai sorti de la naphtaline pour désigner à travers ce terme une ontologie qui est commune parmi les Indiens d'Amazonie, parmi les Indiens du Nord. C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois, quand j'ai passé quelques années, comme l'a rappelé Yann-Philippe Tastevin, en Haute-Amazonie. C'est commun parmi les Amérindiens du Nord de l'Amérique du Nord, dans l'ère arctique chez les Inuits, dans le nord de la Sibérie, etc. Dans cet ensemble animiste, les animaux, les plantes, les esprits, certains objets, y sont vus et traités comme des personnes, des agents intentionnels, dont on dit qu'ils ont une âme. C'est comme ça que les ethnologues traduisent cela, c'est-à-dire une faculté de discernement, de communication, de jugement moral, qui en fait des sujets de plein droit avec lesquels les humains peuvent entretenir des relations de toutes sortes, qui ne sont pas nécessairement des relations pacifiques d'ailleurs. Et du fait de cette position d'agent qui leur est reconnue, la plupart des existants se réputaient s'organiser selon des modalités analogues à celles des humains. Ils ont des maisons, ils ont des chefs, ils ont des chamans, ils se marient selon les règles, ils s'adonnent à des rituels, etc., etc. Et si, malgré la différence des formes physiques, la communication est possible entre des collectifs d'humains et de non-humains, généralement dans les rêves ou dans des transes provoquées par des psychotropes, eh bien c'est que le corps des uns et des autres, ces corps sont vus comme de simples vêtements qui recouvrent des intériorités similaires, c'est-à-dire des intériorités qui sont capables d'échanger des messages significatifs avec d'autres entités dotées des mêmes facultés. Ça, c'est une première formule. Elle est commune, encore une fois, et nous sommes capables de nous en approcher, comme je l'ai dit tout à l'heure, par certaines inférences que nous faisons à certains moments. Une autre formule qui diffère de la précédente, c'est-à-dire une autre façon de détecter des continuités, des discontinuités entre humains et non-humains,
est bien illustrée par le totémisme des aborigènes australiens. Elle contraste cette formule avec la précédente en ce qu'elle choisit d'ignorer les discontinuités entre humains et non-humains, tant sur les plans moral que physiques, en mettant plutôt l'accent sur le partage au sein d'un groupe, d'une classe d'êtres, d'un ensemble de qualités qui s'appliquent indifféremment à des humains et à des non-humains. Ces qualités, elles sont dites transmises par les semences d'un prototype ancestral, et elles ne renvoient pas tant à la forme des corps qu'aux substances dont ces corps sont faits, aux dispositions qui habitent ces corps, au tempérament qu'ils manifestent, rendant ainsi plus vraisemblable l'idée d'une relation d'identité entre des espèces d'apparence très différentes. C'est ça qui est très difficile à saisir pour nous, qui avons mis la forme au cœur de nos dispositifs, quand je dis nous, les modernes ou les Européens, au cœur de nos dispositifs d'identification, c'est qu'ici la forme ne joue pas un rôle essentiel. Le rôle essentiel, il est fondé sur des identités de substance, sur des identités de structure qui ne sont pas visibles à l'œil nu, et sur des identités de tempérament. Et donc les qualités communes aux membres de cette classe, et ça peut être évidemment des humains, mais aussi, je ne sais pas, des kangourous, des moustiques, des ignames sauvages, etc., les rendent différents en bloc des membres d'autres classes du même genre, mais qui contiennent d'autres humains et d'autres êtres comme des émeus, des goannas, des baleines, des acacias, etc. Donc chaque classe est autonome sur le plan ontologique en ce qu'elle incarne une sorte d'essence particulière localisée dans un site, mais elle est dépendante des autres classes sur le plan fonctionnel, notamment pour l'accès aux conjoints, au territoire de chasse et aux services rituels. Enfin, chaque classe s'identifie par le nom de son totem, c'est-à-dire de cet être originaire qui vécut jadis sur la Terre et dont sont physiquement issus les membres humains et non humains du groupe qu'il incarne. Une troisième formule inverse la précédente. Au lieu que les humains et des humains en tout cas et des non-humains soient en quelque sorte fusionnés au sein d'une classe du fait qu'ils partagent une essence et des substances communes, c'est au contraire toutes les composantes du monde, tous les états, toutes les qualités qu'il contient, toutes les parties dont les existants sont faits, qui se voient distingués les uns des autres et différenciés en autant d'éléments singuliers. On en trouve des exemples, par exemple, dans ce qu'on appelle les Wangwu, c'est-à-dire les 10 000 essences de la Chine ancienne, c'est-à-dire les 10 000 composantes qui forment le monde. Quand je dis la Chine ancienne, dans un livre de collègues anthropologues récents publié aux États-Unis, met l'accent sur le fait que les 10 000 essences sont toujours actives dans le Pékin moderne et urbain, trépidant, contemporain. C'est donc de la Chine ancienne, mais ça se perpétue. On peut en dire autant de cette idée, au fond, de la décomposition des éléments du monde, de quelque chose qui a joué un rôle très important en Europe pendant très longtemps. C'est la grande chaîne de l'être dans la cosmologie médiévale, c'est-à-dire l'idée que le monde est organisé selon une chaîne d'êtres qui sont séparés par de petits écarts et qui vont de l'être le plus parfait, qui à un certain moment est devenu Dieu, jusqu'aux créatures les plus infimes. Et donc le monde entier pouvait être décomposé en une immense chaîne séparée par de minuscules écarts. Cette ontologie, elle est étonnante, mais elle nous est quand même aussi familière, parce qu'elle repose au fond sur le fractionnement, sur l'individuation des propriétés des êtres et des choses. Pour qu'un monde formé d'un aussi grand nombre d'éléments singuliers, comme la grande chaîne de l'être par exemple, puisse être pensable par les humains qui l'occupent, et pour que ce monde soit même habitable de façon pratique,
sans qu'on s'y sente trop prisonnier du hasard, il faut pouvoir relier dans un réseau de correspondance systématique les multiples parties dont il est constitué. Or, dans leurs formes les plus visibles, ces mises en correspondance reposent toutes sur la figure de l'analogie. Telle chose est à telle autre, comme telle chose est à telle autre, etc. Et on peut faire des chaînes transitives très longues d'analogie. C'est le cas, par exemple, des corrélations entre macrocosme et microcosme, dont on trouve des traces dans l'astrologie contemporaine. C'est-à-dire l'idée que des éléments de l'individu, de la personne humaine, comme un univers en miniature, puissent être déterminés par des éléments qui relèvent de l'organisation du cosmos. C'est aussi cette idée qui est très commune dans bien des régions du monde, en particulier en Afrique, que des désordres sociaux, l'inceste, le parjure, l'abandon des rites, etc., entraînent des catastrophes climatiques. Donc à chaque fois, c'est l'idée de correspondance, ténue parfois, mais quelquefois qui joue un rôle très important dans la vie des gens. Et ces correspondances, qui sont donc fondées sur la pensée analogique, m'ont conduit à appeler analogisme cette ontologie de l'atomisation et de la recomposition qui fut dominante chez nous, en Europe, de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, et dont on trouve donc encore maintes illustrations contemporaines parmi les civilisations d'Orient, en Afrique de l'Ouest, dans les communautés indiennes des Andes ou du Mexique. La dernière manière de détecter des propriétés dans les objets du monde, c'est celle qui nous est la plus familière à nous et qu'on a tendance à penser universelle. C'est ce que j'ai appelé le naturalisme. Elle consiste à postuler une identité physique entre les humains et les non-humains, tout en déniant aux non-humains le type d'intériorité que les humains s'arrogent. Et c'est une formule qui, d'une certaine façon, inverse l'animisme. Au lieu de généraliser les âmes, les subjectivités, les capacités cognitives à l'ensemble des existants, et de singulariser par les corps, il s'agit au contraire, dans le naturalisme, c'est-à-dire au fond en Europe à partir du XVIIe siècle, d'universaliser les composantes physiques et de singulariser par l'esprit. Donc, le naturalisme, c'est cette idée que la nature existe. Autrement dit, que certaines entités doivent leur existence et leur développement à un principe étranger au hasard, comme aux effets de la volonté humaine. Un segment du monde, donc, va se convertir en un domaine ontologique, singulier, extérieur, parallèle à la vie sociale, soumis à des lois qui ne souffrent pas d'exception et qu'il revient, ces lois, aux humains de dévoiler par l'investigation scientifique. Mais le naturalisme n'acquiert la plénitude de sa signification que un peu plus tard, c'est pas au XVIIe siècle, c'est à partir du XIXe siècle, disons, lorsque le naturalisme se voit opposé à un monde d'artifice et de liberté que les humains ont su créer pour leur propre compte, un mouvement de séparation dont on a tardivement fait la théorie, encore une fois dans le courant du XIXe siècle, avec l'émergence des sciences sociales et humaines, avec la sociologie, avec l'anthropologie, avec la psychologie. En effet, pour que la cosmologie moderne devienne véritablement opératoire, il ne suffit pas de dire que les humains se distinguent des non-humains par des facultés internes spécifiques, on appelle ces facultés l'âme, la conscience, la subjectivité ou le langage. Il faut en outre que les groupes humains en viennent à être vus comme se différenciant les uns des autres en fonction de dispositions internes collectives exprimées dans des conventions et dans des usages, des systèmes de valeurs, des systèmes de représentation, des langues, des systèmes symboliques, qui rendent chacun de ces groupes immédiatement distinctifs. Donc là où l'animisme postule
une culture universelle, d'une certaine façon, qui est partagée par les humains et par les non-humains, le naturalisme va isoler les humains et les fragmenter en une multitude de cultures singulières. En revanche, les modernes admettent de mieux en mieux, surtout depuis Darwin, que la part physique des humains les situe dans un continuum matériel au sein duquel ils se distinguent assez peu des autres entités du monde. Nous savons désormais que la structure moléculaire et le métabolisme hérité de notre phylogénèse nous rattachent aux organismes les plus insignifiants, de même que les lois de la thermodynamique et de la chimie nous lient aux objets non vivants. Alors c'est vrai, le génome humain est différent, pas très, en tout cas, de celui des autres organismes, pour certains en tout cas, et nous possédons des traits anatomiques et physiologiques qui nous différencient en tant qu'hominoïdes des autres primates. Mais tous ces caractères ne représentent qu'une variation parmi d'autres de principes biologiques et physico-chimiques qui s'appliquent à toutes les entités vivantes et non une singularité absolue qui permette de nous exaucer au-dessus des autres êtres organisés. Et si nous continuons néanmoins à nous percevoir comme distincts et à frapper les animaux non humains, y compris les plus proches de nous, d'une discrimination ontologique, c'est bien parce que nous accordons une prééminence dans notre mode d'identification à nous, dans le naturalisme, aux critères fondés sur les expressions de l'intériorité. Le langage, la subjectivité, les affects, la conscience réflexive, etc. Supériorité de ces critères sur ceux qui relèvent de la physicalité, c'est-à-dire du partage que nous avons, enfin de ce que nous avons en commun en tout cas, en termes biologiques en particulier, avec les animaux non humains. Et ce processus de triage, il engendre une cosmologie dont les principes sont si simples que nous avons tendance à les croire universels. Nous les avons crus, y compris en anthropologie, pendant longtemps relativement universels. C'est-à-dire que les frontières, le principe c'est le suivant, les frontières et les propriétés de la collectivité des humains sont dérivées de la division fondamentale qui peut être tracée entre humains et non humains. Autrement dit, dans notre langage de la modernité, la culture tire ses spécifications de sa différence avec la nature. C'est ce que nous avons tous appris à l'école. À cela s'ajoute la reconnaissance de l'hétérogénéité des manifestations collectives de l'intériorité, les cultures et évidemment le casse-tête épistémologique qui en résulte lorsqu'il s'agit de réconcilier dans un même régime d'explication scientifique l'universalité des lois de la nature avec le relativisme des œuvres humaines. Le grand casse-tête épistémologique que les sciences sociales confrontent depuis un peu plus de 2 siècles. Mais ni la nature, ni ce que nous appelons la diversité culturelle ne sont des données brutes et évidentes du réel. Ce sont plutôt des résultats d'une manière propre à l'épistémologie naturaliste, propre à la manière scientifique de voir les choses que nous avons développées chez les modernes, d'opérer des découpages dans la trame du monde. Car c'est sur le fond d'une nature homogène et aux frontières intangibles que le chatoiement des œuvres humaines devient perceptible dans la multiplicité de ces réalisations particulières. Et même si le naturalisme est maintenant en passe d'étendre à une partie de la planète, une grande partie de la planète, même sa grille en quelque sorte d'identification des choses, il faut souligner avec force que notre cosmologie est une production historique récente et non un étalon universel que les modernes auraient en quelque sorte accouché du ciel des idées. Quelles sont les conséquences alors de ce que je viens de dire ? Quelles conséquences la conscience que nous pouvons ainsi acquérir de vivre dans une cosmologie singulière peut-elle engendrer sur la manière dont nous appréhendons les réalités contemporaines ? Quel est le gain d'intelligence
sur les circonstances présentes que les enseignements de l'anthropologie peuvent nous apporter au sujet de modes de vie qui paraissent à première vue très éloignés des nôtres. Je me limiterai ici à envisager brièvement ces conséquences dans un domaine qui concerne tous les humains, celui que Yann-Philippe Tastevin évoquait au début de son introduction, celui tout simplement des manières d'habiter la Terre et des rapports que nous entretenons avec les lieux tout simplement où notre existence se déroule. Une des conséquences du naturalisme, en effet, c'est de nous porter à envisager au premier chef, comme des systèmes de ressources, les territoires que nous occupons, que ces territoires appartiennent en propre à des individus ou à des collectifs, ou que, comme les océans, ils soient à tout le monde et peuvent dès lors servir de poubelle à l'humanité. Dans d'autres modes d'identification, au contraire, et qui sont encore vivaces à l'heure actuelle à la surface du globe, c'est plutôt la Terre qui possède les hommes que l'inverse. J'en prendrai deux exemples fort différents, mais dans lesquels l'autonomie ontologique des territoires se dessine à l'occasion des conflits avec les forces déprédatrices du naturalisme. Le premier cas est celui de Sarayaku. C'est une communauté amérindienne de l'Amazonie équatorienne, menacée de spoliation territoriale par des prospections pétrolières. Et dans un document que des membres de cette communauté ont présenté à la COP21, précisément, en 2015, ceux-ci demandaient la reconnaissance nationale et internationale du territoire qu'ils partagent avec une foule d'autres êtres, comme une nouvelle catégorie légale d'aires protégées, sous le nom générique en quechua de Causac Sacha, ça veut dire la forêt vivante. Et la définition que les membres de cette communauté donnaient de la forêt vivante ne diffère guère de celle que j'ai proposée pour l'animisme. C'est pas complètement surprenant parce que j'ai passé quand même plusieurs années à une 50aine de kilomètres au sud de cette communauté. Je cite le document qui a été présenté par les membres de la communauté de Sarayaku. Causac Sacha, donc la forêt vivante, signifie que la forêt est entièrement composée d'êtres vivants et des relations de communication que ces êtres entretiennent. Tous ces êtres, depuis la plante la plus infime jusqu'aux esprits protecteurs de la forêt, sont des personnes. Le terme qui est employé en quechua, c'est runa. Des personnes qui vivent en communauté et développent leur existence de manière analogue à celle des humains. Et c'est pourquoi, poursuit le document, l'objectif est non seulement de préserver les territoires des peuples premiers, mais aussi, et c'est ça qui est important, mais aussi la relation matérielle et spirituelle que ces peuples tissent avec les autres êtres qui habitent la forêt vivante. Il ne s'agit donc pas ici de donner des droits à la nature en général, puisque la nature en général c'est une abstraction, ou à des plantes et à des animaux qui seraient vus comme des sortes d'humains en curatelle, ou encore de protéger un espace du fait des ressources physiques qu'il contient, qu'il s'agisse de biodiversité ou d'objets naturels transformables en marchandises. Ce qui est ici le sujet de droit politique, ce ne sont ni des humains ni des non-humains, ce sont les relations tout à fait singulières qu'ils tissent entre eux. Toujours en Amérique du Sud, mais dans les Andes cette fois, se dessine une autre façon de concevoir le rapport entre un collectif d'humains et de non-humains et les lieux qu'ils habitent. On peut en avoir un aperçu dans l'analyse que l'ethnologue péruvienne Marisol de la Cadena donne d'une manifestation qui s'est déroulée en décembre 2006 sur la place principale de la ville de Cusco, dans le sud du Pérou, contre un projet minier affectant une montagne. Les manifestants venaient pour l'essentiel des villages indigènes
situé sur les flancs de la chaîne de Lausangate, qui est tenue par tous les Amérindiens des environs de Cusco comme la divinité la plus importante de la région, celle dont l'action négative comme positive est la plus décisive dans la vie des gens. Les manifestants protestaient contre le projet de concéder à une entreprise minière des droits d'exploitation sur le mont Sinakara, qui est l'un des pics de cette cordillère de Lausangate, qui abrite aussi un sanctuaire au pied d'un glacier où se déroule tous les ans un pèlerinage immensément populaire dans la région qu'on appelle le Koyuriti. On conçoit donc que le projet d'implanter une mine dans ce site ait pu provoquer un grand trouble. Et la nature de ce trouble se laissait deviner au fait que les motivations des manifestants semblaient très diverses, tandis que certains arboraient les calicots classiques des manifestations écologiques. Non à la mine, non à la destruction de l'environnement, protégeons notre patrimoine, etc., etc. D'autres déployaient les bannières du pèlerinage du Koyuriti, tandis que les danseurs rituels du pèlerinage, avec leurs costumes caractéristiques, se déplaçaient au milieu de la foule. Et l'interprétation de cette diversité des formes de manifestation contre la mine transparaît dans les propos d'un informateur de Marisol de la Cadena, un chaman quechua, monolingue, habitant un village au pied de Lausangate. Et selon lui, les communautés s'opposaient au projet parce que la mine affecterait les pâturages d'altitude fréquentés par leurs alpacas et leurs moutons, mais aussi et surtout parce que Lausangate, donc la cordillère, ne tolérerait pas que le mont Sinakara soit attaqué, ce qui le conduirait à se venger en tuant des gens. La manifestation avait donc pour objet d'empêcher la colère de Lausangate. Alors on notera que les gens de Lausangate ne s'opposent pas à l'extraction minière en soi, et c'est une activité qui était pratiquée depuis longtemps à une petite échelle par les paysans andins, depuis des siècles, et qui continue de l'être en certaines régions. En contexte traditionnel, il s'agit de suivre des veines de métal, de minerais, en creusant de petites galeries à la dynamique et à la baramine. C'est une opération dangereuse, non seulement en raison des éboulements, bien sûr, mais aussi en raison de la susceptibilité des esprits des entrailles de la terre, les diablos, comme on les appelle en général dans le sud du Pérou et en Bolivie, susceptibilité qui doit être apaisée par des offrandes, par une conduite respectueuse, etc. Donc dans la montagne aussi, il faut tâcher de vivre en bonne intelligence avec des puissances ordinairement invisibles à qui l'on doit témoigner du respect. Mais les techniques minières des multinationales, elles sont bien différentes. Elles pratiquent l'extraction à ciel ouvert par décapages successifs, lesquels aboutissent évidemment assez vite à la destruction complète de la montagne. Donc, tandis que l'exploitation minière, par des tunnels, maintient des relations, pour difficiles qu'elles puissent être, avec les êtres qui peuplent l'intérieur de la montagne, l'exploitation à ciel ouvert les fait disparaître en même temps que l'abri qui les contient. Donc, ce n'est plus simplement une dégradation environnementale majeure, c'est une destruction socio-cosmique dont se rendent coupables les compagnies minières. Et la manifestation sur la place centrale de Cusco reflétait cet état de fait. Voilà donc des montagnes et leurs habitants, invisibles et puissants, explicitement transformés en sujets politiques et mobilisés par une autre partie du collectif, les humains, contre des multinationales et dans des combats contre l'agression dont ils pourraient devenir victimes, agression dont les conséquences n'affecteraient pas uniquement les montagnes elles-mêmes, mais l'ensemble des éléments humains et non humains
dont le collectif est composé. En Amazonie, dans les Andes et dans bien d'autres régions du monde, des affrontements analogues entre les cadres idéologiques et institutionnels du naturalisme révèlent l'autonomie ontologique de territoires dans lesquels des collectifs d'humains et de non-humains revendiquent leur dépendance vis-à-vis des lieux qu'ils habitent et accordent en quelque sorte une priorité à ceux-ci sur l'exercice de leurs droits propres. De tels processus, me semble-t-il, nous offrent de riches enseignements sur les façons de faire primer les droits de la terre et des terriens de toutes sortes qui l'habitent, sur la conception prométhéenne de l'usage illimité des ressources que le naturalisme a imposé, avec les conséquences catastrophiques que l'on commence à mesurer et dont l'exposition vide ordure dépeint certaines des manifestations les plus évidentes. Car rien n'interdit d'envisager que l'autonomie ontologique des territoires puisse être traduite, pourquoi pas, en une autonomie juridique, et que l'on fasse droit à de nouvelles sortes de sujets politiques, non pas des êtres individuels ou collectifs en tant que tels, des humains, des États, des chimpanzés, des multinationales, qui sont les êtres individuels et collectifs qui sont habituellement reconnus dans les droits nationaux et les droits internationaux, mais des écosystèmes, c'est-à-dire pas simplement des environnements, mais des rapports d'un certain type entre des êtres localisés dans des espaces plus ou moins vastes, des milieux de vie donc, quelle que soit la nature de ces milieux de vie. Ça peut être des bassins versants, ça peut être des massifs montagneux, ça peut être des villes, des quartiers, des zones écologiquement sensibles, des mers, des détroits, la ville des chiffonniers au Caire, etc. Et donc une véritable écologie politique, une cosmopolitique de plein exercice, ne se contenterait pas de donner des droits intrinsèques à la nature sans lui donner de véritables moyens de l'exercer. Elle s'attacherait à ce que des milieux de vie singularisés et tout ce qui les compose, y compris les humains, deviennent des sujets politiques dont les humains seraient les mandataires. Pourrait ainsi prendre une expression politique concrète, ce que j'ai appelé dans un de mes livres l'universel relatif, à savoir l'idée que des systèmes de relations, plutôt que des qualités attachées à des êtres, devraient former le fondement d'un nouvel universalisme des valeurs. Dans leur rôle de mandataire, les humains ne seraient plus la source du droit légitimant l'appropriation de la nature à laquelle ils se livrent, ils seraient les représentants très diversifiés d'une multitude de natures dont ils seraient devenus juridiquement inséparables. Et c'est ce que les deux exemples que j'ai donnés, en Amazonie d'un côté et dans les Andes de l'autre, nous offrent un témoignage. Car ainsi qu'on vient de le voir, donc, avec ces exemples contemporains, et comme l'ethnologie et l'histoire nous en offrent par ailleurs de nombreux exemples, dans de très nombreux collectifs, le statut des humains est dérivé non pas des capacités universellement attachées à leur personne, mais il est dérivé de l'appartenance des humains à un collectif singulier qui va mêler indissolublement des territoires, des plantes, des montagnes, des animaux, des sites, des divinités et une foule d'autres êtres encore, tous en constante interaction. Et dans de tels systèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, les humains ne possèdent pas la nature, ils sont possédés par elle, si tant est que cette métaphore ait encore un sens, puisqu'encore une fois, je l'ai dit, la nature est une abstraction. Alors évidemment, ils ne sont pas possédés, les humains, de la même façon, partout. Et c'est ce que les invariants anthropologiques du rapport aux non-humains que j'ai exposé tentent de mettre en évidence. Les attachements
entre les humains et leur milieu de vie varie autant que varient les manières de détecter des continuités et des discontinuités entre les objets du monde. Mais ces variations sont connaissables, on peut en faire l'inventaire, on peut en faire la théorie, surtout on peut en puiser en elles, dans ces variations, des stimulations pour changer notre propre destinée de moderne naturaliste. Donc si l'anthropologie, et je finis par un plaidoyer pro domo, nous apporte des connaissances précieuses sur les façons d'être humains et sur les diverses manières de nous lier entre nous et aux non-humains, elle nous permet aussi de nous dégager de la myopie tyrannique du présent, car elle apporte la preuve que d'autres voies sont possibles pour nous assembler et pour régler nos vies que celles qui nous sont familières en Occident, puisque certaines de ces voies, aussi improbables qu'elles puissent paraître, ont été explorées, ont été mises en pratique ailleurs. Donc l'anthropologie, c'est pourquoi c'est le plus beau métier du monde, montre que l'avenir n'est pas un simple prolongement automatique de l'actuel, du présent, qui soit reconductible en somme à intervalles réguliers, mais que l'avenir est ouvert à tous les possibles, pour peu que nous sachions imaginer ces possibles. Merci. Merci Philippe Descola. Alors pour lancer la discussion, et puis le temps pour vous de boire une gorgée et de vous remettre de ces 45 minutes, je voudrais citer les mots de Lévi-Strauss dans les dernières pages de Triste Tropique sur notre efflorescence passagère. Le monde, dit-il, a commencé sans l'homme et s'achèvera sans lui. Les institutions, les mœurs et les coutumes que j'aurais passé ma vie à inventorier et à comprendre sont une efflorescence passagère d'une création par rapport à laquelle elles ne possèdent aucun sens. Sinon, peut-être, celui de permettre à l'humanité d'y jouer un rôle. Continuer à y jouer un rôle, vous nous l'avez dit, c'est imaginer d'autres manières d'habiter le monde. Seule une véritable écologie politique, une cosmopolitique de plein exercice, permettrait de relever le défi de rendre le monde plus habitable. Alors avant de vous donner la parole, j'aurais aimé que vous développiez plus avant, finalement, 3 dimensions de cette écologie politique. Je pense à l'adaptation, l'appropriation et la représentation dont vous avez déjà esquissé les contours. Concrètement, que signifie et implique de s'adapter à l'heure de l'Anthropocène ? Nous envisageons l'Anthropocène comme une contrainte de l'écosystème. Mais l'urgence actuelle permet-elle encore les micro-adaptations locales du passé ? Comment se défaire, ici et maintenant, d'une tradition moderniste qui envisage encore cette adaptation sous la forme de la perfection des techniques ? Vous nous avez dit, l'idée de milieu partagé est très importante. Vous plaidez pour que des écosystèmes et leurs relations particulières soient porteurs de droits dont nous serions que des usufruitiers, rendant de plus en plus sensible la nécessité de négocier plus avant les relations humains et non humains. Finalement, ces milieux de vie partagés deviendraient des sujets politiques dont nous serions les mandataires. Chamans, habitants, chercheurs, artistes, zadistes, chiffonniers se font déjà porte-parole des territoires qu'ils vivent et instruisent. Permettent des attentions au monde renouvelé. Qu'en est-il des enjeux économiques de l'appropriation? Que nous disent par exemple les ethnologues des communs? Qu'en est-il des enjeux juridiques et politiques d'une représentation qui ne serait plus exclusivement anthropocentrique? Y travaille-t-on? Y a-t-il des exemples d'assemblées constituantes à l'œuvre? Et enfin, une dernière question. Il revient à qui, à quel collectif de repenser notre présence au monde en redimensionnant le débat à l'aune d'un nouvel universalisme des valeurs? Un universel relatif, dites-vous, qui demande une sensibilité nouvelle, et vous nous en avez parlé, mais qui reste encore à négocier.
Alors, vous voulez que je fasse une autre conférence encore? Bien volontiers. Appropriation, adaptation, représentation. C'est les trois maîtres mots que vous avez employés. Je vais commencer par l'adaptation, effectivement, parce que c'est la question la plus difficile. Moi, je suis anthropologue de la nature, c'est-à-dire que depuis une quarantaine d'années, j'étudie la façon dont des sociétés, alors au début, je disais s'adapter symboliquement et matériellement et techniquement à leur environnement, et j'ai peu à peu abandonné le concept d'adaptation. Pourquoi? Parce qu'il m'est apparu de plus en plus évident que, comme les exemples que je donnais au début de ma conférence le montrent, l'adaptation au sens où une communauté humaine est en quelque sorte parachutée dans un milieu qui se serait développé de façon indépendante d'elle-même est une idée complètement folle et absurde. Les sociétés humaines construisent des niches écologiques comme tout organisme et ne s'adaptent pas à des circonstances qui auraient été prédéfinies au préalable, indépendamment d'elles. Et elle rencontre bien évidemment des milieux qui ont des caractéristiques physiques et biologiques singulières, mais au fil du temps, ces milieux sont profondément transformés, y compris, je le répète, l'Amazonie. Et ce qui se produit, c'est la transmission de génération en génération de l'usage de certaines niches construites par des humains à des générations ultérieures. Donc le concept d'adaptation est un concept qui me paraît, dont je me méfie depuis pas mal de temps. Cela dit, la question que pose l'Anthropocène est différente, puisque ces micro-ajustements, comme vous avez dit tout à l'heure, se produisent au fil des générations. Ça dure des centaines d'années, ça dure des millénaires, alors que les réactions que nous avons à mettre en branle pour faire face au réchauffement climatique, en particulier, qui est probablement la menace la plus importante de toutes celles que j'ai évoquées, en tout cas celle qui va amplifier les autres effets de dégradation environnementale, en particulier l'extinction des espèces, qui est accélérée par le réchauffement climatique. L'adaptation que cela requiert, il faut peut-être dire les choses de façon claire ici. Je cite souvent un colloque qui s'est tenu il y a une dizaine d'années à Oxford, avant la COP 21, et qui s'était conclu sur l'idée que l'augmentation la plus raisonnable des températures, si des mesures timides sont prises et non pas des mesures radicales qui devraient être envisagées à la fin du siècle, à la fin de notre siècle, sera d'au moins 4 degrés moyens. Donc l'affaire des 2 degrés dont on se réjouit pour la COP 21, c'est de la rigolade, puisque on sait que cette température moyenne sera atteinte dans relativement peu de temps. Donc les conséquences qui sont envisagées là sont absolument dramatiques, puisque c'est des températures moyennes. Et ça veut dire que dans certaines régions du monde, elles seront beaucoup plus élevées, rendront la vie impossible. Donc ça va bouleverser au fond le fonctionnement, bien sûr, de la Terre, mais aussi l'habitabilité de la Terre. Donc les mesures à prendre, ce sont des mesures qui ne peuvent pas être prises à des échelles de territoire. Vous avez compris que je me faisais l'avocat, au fond, dans les diverses manières d'habiter la Terre, de formes de relations singulières qui se sont développées localement et qui peuvent, d'une certaine façon, acquérir une forme d'autonomie ontologique et juridique qui devrait être maintenue et garantie. Mais en même temps, il se trouve que dans des phénomènes comme celui du réchauffement climatique, l'adaptation aux circonstances nouvelles ne peut pas se produire à l'échelle des territoires, ne peut pas se produire à l'échelle individuelle, ne peut se produire que par des politiques communes. Il faut donc envisager des mécanismes qui sont déjà ceux qui existent à l'heure actuelle, comme celui de la conférence des parties, pour aboutir à une solution
qui ne sera pas une solution qui fera baisser, puisque comme chacun sait, il y a un effet d'inertie thermique qui va se prolonger pendant très longtemps. Mais pour faire face aux différents types de bouleversements que le réchauffement climatique va provoquer. Si je me place dans une perspective un peu différente, comme je crois que la conférence l'a montré, c'est que je pense qu'il faut, au fond, si on veut, non pas éliminer les dangers du réchauffement climatique, on les éliminera pas, mais infléchir la course de l'humanité de façon à ce que l'habitabilité de la Terre redevienne concevable, il faut changer la conception que nous avons du rapport à la Terre. Et c'est pour ça que l'appropriation que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est une façon que le droit et la philosophie politique européenne, à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, ont théorisé, doit être profondément repensée. L'appropriation, c'est quoi? C'est le fait que le droit pour des humains, individuellement, collectivement, de dire « ce morceau de terre est à moi », a abouti à ce que, bien sûr, des garanties et un équilibre ait pu être trouvé entre des appropriations collectives, mais au fond, va à l'encontre d'une très longue de formes, en tout cas extrêmement différentes, de rapport à la Terre, dans lesquelles on n'a pas ni ce rapport exclusif d'appropriation de ressources, et enfin depuis la fin du Moyen-Âge, depuis le développement du mouvement des enclosures, hein, c'est-à-dire de la privatisation des biens communs, c'est-à-dire des forêts, des pâtures, de l'eau, etc. C'est un mouvement continu depuis 5 siècles. Ce mouvement n'a cessé de mettre l'accent sur le fait que les humains étaient en mesure de faire cela, et la théorisation en a été rendue manifeste, encore une fois, à partir de la philosophie rationaliste anglaise, hein, chez Locke, chez Hobbes, parce que les humains étaient propriétaires d'eux-mêmes. Et ils étaient propriétaires d'eux-mêmes, et donc, étant propriétaires d'eux-mêmes, ils pouvaient s'engager dans des échanges marchands. C'était le fondement qui leur permettait de négocier leur travail en particulier, donc c'est la source de la justification du salariat, mais négocier aussi la privatisation de biens communs et son appropriation individuelle ou collective par des collectifs. Ce mouvement, je pense, a abouti au fait que la Terre, les écosystèmes, le monde, et les êtres non humains ont été transformés en des ressources appropriables. Et ce que l'anthropologie, et ce que je me suis efforcé de dire, et l'ethnologie et l'histoire nous montrent, c'est qu'il y a d'autres façons de concevoir le rapport à la Terre, qu'on ne peut pas transposer immédiatement de façon automatique, parce qu'aucune expérience historique n'est transposable, bien sûr, mais dont on peut s'inspirer pour concevoir des nouvelles formes, peut-être même juridiques, et je connais des jeunes juristes qui travaillent sur ces questions, pour concevoir le fait que, au fond, les humains ne sont que des dépositaires de droits qui sont inscrits. Alors, on raisonne toujours en termes de droits, parce qu'on ne peut pas sauter dans un inconnu complètement différent, de droits qui sont inscrits dans des environnements. Et donc, l'exemple que je donnais de Sarayaku, de la communauté de Sarayaku, me paraissait intéressant, parce qu'au fond, vous avez évoqué les zadistes tout à l'heure, il y a des expérimentations de ce type-là qui se donnent libre cours à l'heure actuelle, y compris dans les pays industrialisés et post-industriels, dans lesquels des associations d'humains se trouvent des liens tout particuliers avec des non-humains et au fond arc de cette relation particulière pour lutter contre des projets prométhéens
du type de ceux qu'on a vu comme Notre-Dame-des-Landes, etc. Et donc, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas complètement impossible, conceptuellement, dans les faits, et ce genre de choses ne se passe d'ailleurs que dans les conflits. Enfin, il n'y a que les conflits qui permettent de faire avancer les choses. On ne va pas tous se réunir dans une grande constituante mondiale pour changer les choses. C'est petit conflit par petit conflit que les façons de penser ces rapports à la Terre vont progressivement évoluer. Et la représentation, au fond, ça n'est qu'un, c'est un effet de ce mouvement de transformation. La représentation, c'est quoi? Ça veut dire, au fond, la philosophie des Lumières a dit, elle a eu pour résultat d'épurer la cité en expulsant les non-humains. On se moque beaucoup des procès d'animaux. Les procès d'animaux, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on donne... Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des procès d'animaux, c'est une chose très compliquée d'ailleurs. Mais c'est qu'on donne à des animaux une responsabilité juridique. Et ça veut dire qu'il n'y a pas que les humains qui ont une responsabilité juridique. Alors que dans le système du droit que nous avons hérité du droit romain, il y a eu cette distinction entre le droit des choses et le droit des personnes. Alors c'est un peu en train de bouger maintenant, à la marge si on veut, mais c'est toujours quand même le résultat du droit justinien. J'ai dit que la philosophie des Lumières nous avait légué des grands concepts qui ont servi aux sciences sociales, mais il y a aussi le droit qui nous a légué quelques-uns des grands concepts au moyen desquels nous pensons notre monde à nous. Eh bien, la représentation, ça veut dire que les non-humains n'ont pas de représentation, précisément. Ils n'ont de représentation que délégués. Ils ne sont présents dans le droit que comme des choses, ou bien un tout petit peu à la marge. Maintenant, le Parlement français a défini les animaux, certains animaux ont dotés de sensibilité, etc. Donc c'est toujours un peu à la marge. Mais rien ne permet de pas envisager des formules dans lesquelles des représentations de non-humains, qui, à mon sens, devraient plutôt être des représentations de milieu, de sujets politiques, plutôt. Parce que le problème, c'est un débat qui a plusieurs décennies, sur la représentation, par exemple, des animaux non-humains dans le droit. Comment va-t-on donner un statut de personne? Alors, il y a le Great Ape Project, non, c'est-à-dire ce mouvement qui est né avec Singer et d'autres, qui souhaite que l'on donne des droits aux grands singes, essentiellement aux chimpanzés, aux gorilles, etc., du fait des aptitudes cognitives que ces espèces et de la capacité de sensibilité que ces espèces ont, et par analogie avec les humains. Les éthologues, il y en a dans cette salle, savent qu'il n'y a pas que les grands singes qui ont des capacités cognitives extrêmement développées. Il y a aussi les corbeaux de Nouvelle-Calédonie. Où va-t-on arrêter en quelque sorte le club des animaux non humains qui ressemblent un peu aux humains? C'est très difficile du point de vue à la fois empiriquement et normativement. Il me semble, et d'une manière générale, faire cela ne fait que reconduire, je pense, l'idée de l'individualisme, c'est-à-dire le fait que des droits résident dans des individus plutôt que dans des relations. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est essayer de promouvoir l'idée que des sujets politiques ne sont pas des individus, mais des relations. Alors, ce n'est pas simple. Et puis, vous disiez à la fin, comment on va faire? On va tous s'y mettre. Et encore une fois, c'est dans les conflits, c'est dans les débats, c'est dans de multiples forums que ce genre de choses pourrait se passer. Mais il faut se remettre pour le faire. Merci. Donc on va donner la parole à la salle, en commençant par le bas. Je ne sais pas où sont les micros. Voilà, il y a... Donc...
Voilà, nous avons une bonne demi-heure de discussion. Bien, merci Philippe Escola et Yann Philippe. Non, je voulais prolonger un peu la réflexion et les questions de Yann Philippe, auxquelles vous avez d'ailleurs vraiment répondu, mais je voulais avoir quelques détails. Alors, je rappelle que bon, l'exposition, au fond, et merci au fond de prolonger un petit peu les pistes que nous essayons d'esquisser dans l'exposition Vie d'ordures. Je rappelle, il y a deux pistes, au fond, et qui correspondent à ce que vous essayez de nous expliquer. Il y a une piste qui dit, vous vous souvenez peut-être de la Simès, qui dit réduire. Hein, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, et qui nous oriente, au fond, vers quoi ? Vers la décroissance. Hein, l'idée, le modèle, c'est changer de modèle et abaisser notre consommation, donc notre production, et donc nos rejets, nos déchets. Puis il y a une deuxième piste, et un peu en tension avec celle-là, et qui revient un peu à ce que vous condamniez un petit peu, critiquiez avec l'idée de l'adaptation. Moi, je la vois dans l'œuvre de Georges et Lucie Horta. Vous avez à la sortie de l'exposition, où il y a un dispositif qui s'appelle Horta Water et qui nous dit, au fond, le monde est ce qu'il est. On pourra peut-être l'améliorer, mais ça va aller très lentement. Et donc, essayons d'adapter nos outils à ce monde et donc voilà, neutraliser le plus possible les pollutions. Puis entre les deux, vous avez peut-être vu, il y avait une Simèse qui dit partager, et il y a quelqu'un sans doute qui vous a lu avec attention, qui dit dans les propositions que font le public, créer un parlement de la Terre. Donc, ce que vous dites, avec des représenter donc les écosystèmes et représenter les systèmes de relations entre les éléments du milieu. Et donc, ma demande, au fond, ce serait de vous demander d'encore essayer d'un petit peu préciser les formes que pourrait prendre cette forme de parlement, c'est-à-dire de système de représentation par des humains mandatés de ces milieux. Alors, j'imagine qu'on est encore dans des formes un peu presque utopiques, parce que, comme vous le dites, il faudrait un espèce de gouvernement mondial qui s'empare des choses et en plus une remise en commun de tous les éléments qui constituent la Terre. Mais ça m'intéresserait quand même qu'on essaye d'aller encore un tout petit peu plus loin, si c'est encore possible. C'est très simple comme question. La grande difficulté d'une piste d'avenir que j'essaye de suggérer, en tout cas, c'est bien celle-là, c'est-à-dire celle de concilier des autonomies territoriales locales avec des formes de mise en rapport, de décision politique et de représentation à des échelles de plus en plus englobantes. Jusqu'à présent, c'est organisé selon ce qu'on appelle le concert des nations. Et le concert des nations, c'est hérité de l'Europe, c'est-à-dire c'est hérité de la conception westphalienne de l'État. C'est-à-dire ce sont des États qui se reconnaissent mutuellement dans leurs frontières. Ça ne les empêche pas de se faire la guerre pour essayer de gagner des petits morceaux de territoire, mais globalement, l'idée est celle-là. C'est-à-dire un territoire, c'est un peuple c'est un peuple qui occupe une portion d'espace avec des frontières reconnues par les voisins, et chacun de ces peuples a, depuis, disons, quelques décennies, voix au chapitre dans le concert des nations. Dans la mesure où ce que j'envisage dans un avenir peut-être moyen ou lointain, c'est des autonomies territoriales et locales qui transforment des milieux en sujets politiques. Le système westphalien disparaît dans un système de ce type-là, en ce sens que
des territoires peuvent être discontinus. Et là encore, l'anthropologie nous donne des exemples. Le fait que des populations se déplacent sur des terrains de parcours très grands ou occupent ou exploitent des niches écologiques, par exemple à des altitudes différentes ou des choses comme ça, quelque chose de très commun. Et donc l'idée d'un territoire comme d'un espace borné, clos, dont on va utiliser l'ensemble des ressources, c'est quelque chose, encore une fois, qui est relativement récent dans l'histoire de l'humanité. Mais la question que vous posez, je n'ai pas de réponse juridique à vous apporter sur le Parlement des terriens. Il y a quelques années, Bruno Latour, dans un article du Monde, avait défendu l'idée du Sénat en France comme d'un Parlement des choses, en disant, après tout, le Sénat, c'est la représentation des notabilités des territoires, au fond. C'est bien cette idée. Et on pourrait essayer de le transformer de cette façon-là. Donc c'est une idée qui n'est pas complètement... et je crois, dans l'idée même de la création du Sénat, il y a cela aussi, hein, l'idée de représenter des territoires. Le problème, c'est que ces territoires sont tous isonomiques, c'est-à-dire qu'ils ont tous les mêmes caractéristiques. Et donc on retombe dans le problème de l'état du territoire westphalien. C'est une unité avec un représentant, etc. La grande difficulté pour nous, c'est de concevoir un système d'une très très grande diversité dans lequel les composantes, en termes de milieu de vie ayant transformé en sujet politique, disons, seraient d'une très grande diversité parce qu'ils n'auraient pas du tout les mêmes caractéristiques. Comment concilier cette très grande diversité avec des formes d'intégration, d'interaction, d'attachement réciproque, etc., sur lesquels tout le monde puisse s'attacher. Il faut tous s'y mettre pour y réfléchir. Hein. Je n'ai pas de solution à proposer. Parce que, pour dire les choses, les exemples que je donne, les exemples que l'anthropologie nous propose, sont des exemples qui sont localisés et qui peuvent être distribués sur la planète. Donc l'exemple de la communauté de Sarayaku, je peux dire il y a 300 collectifs animistes dans le monde qui seraient capables de dire la même chose et qui seraient capables de demander la même chose. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait d'enquête systématique, il y en a peut-être d'autres. Mais ils sont répartis, c'est un système d'archipel. De même que le collectif andin que j'évoquais tout à l'heure, les gens de la région de Laosangate, il y a d'autres collectifs de ce type-là, ailleurs, et dans les Andes, au Mexique, partout, dans bien des régions du monde, mais qui vivent en archipel aussi. Et lorsqu'ils se réunissent, et c'est ça la difficulté, dans ces forums internationaux dans lesquels les peuples autochtones se réunissent, de façon à trouver un langage commun, ils adoptent un langage qui est très appauvri. Et c'était le langage de la terre-mère, c'est le langage de... Ce sont des concepts un peu flous, un peu vides, qui fabriquent une sorte d'autochtonie générique ou d'indianité générique qui perd beaucoup de son originalité par rapport aux solutions locales que l'on voit émerger de façon éclatante, si je puis dire, dans les conflits. Et donc, d'une certaine façon, la volonté de trouver des alliances, des bases communes, etc., d'une certaine façon, appauvrit l'originalité des solutions qui sont proposées. Ce qui est un peu un paradoxe et un triste paradoxe. Je lève les yeux, une question, oui. Alors, il y a un deuxième micro qui circule, je crois. Il y aura une autre question là-bas à ma droite. Merci, bonsoir. En se définissant en tant que mandataire... Je m'excuse, mais... Pardon. Ah oui, pardon. Oui. Excusez-moi, oui.
Est-ce que, oui, en se définissant en tant que mandataire pour représenter, pour parler au nom d'autres espèces, est-ce que c'est pas déjà s'arroger un certain pouvoir et une certaine suprématie sur les autres espèces que nous représenterions? Et là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, et pour que vous puissiez m'apporter une réponse que je pourrais donner à certains interlocuteurs écolo-sceptiques de mon entourage. Et est-ce que ce n'est pas une prétention de notre part que de nous exprimer en lieu et place de ces autres espèces? Quelle légitimité avons-nous pour le faire? Et au nom de quelles compétences supérieures pourrions-nous prendre faits et actes pour des espèces qui ne sont pas, elles, en mesure de se représenter, de se défendre? Est-ce que j'ai été suffisamment claire? Tout à fait, oui, j'ai bien compris. La seule chose que je peux répondre, c'est que c'est un pis-aller. On peut difficilement faire autrement. C'est-à-dire, on peut difficilement confier... c'est pas confier, encore une fois, c'est un langage anthropocentrique que j'emploie. C'est très difficile de se débarrasser d'un langage anthropocentrique. Mais on peut difficilement envisager que des pingouins négocient avec des singes hurleurs le statut des rennes dans le nord de la Sibérie. C'est pas complètement... oui, et donc, les seules ressources dont nous disposons en la matière, ce sont des humains qui n'aient pas une position anthropocentrique, enfin qui fassent une cure d'amaigrissement, si je puis dire, morale, anti-anthropocentrique, mais qui, néanmoins, parce qu'ils ont probablement certaines choses en commun, et qui sont en tout cas capables de formuler de façon explicite les relations qu'ils tissent, et qui sont des relations différentielles, qu'ils tissent entre eux et avec les non-humains, eh bien c'est à cause ou grâce à cette faculté qu'ils se trouvent en mesure d'être des mandataires. Et je vois difficilement comment on peut échapper à cela. Alors, une autre question. Merci, Monsieur Descola, pour cette conférence à la fois passionnante et précise. Néanmoins, l'Européen naturaliste moderne fait un petit peu de résistance en moi, peut-être une forme d'attachement à notre histoire et pas seulement à notre niche écologique. Au fond, je m'interroge sur la corrélation que vous établissez entre l'ontologie d'une part et d'autre part des pratiques juridiques et politiques. Est-il bien nécessaire de répandre la subjectivité au-delà de l'être humain pour la retrouver dans des âmes qui seraient diffusées dans les milieux naturels et donc nier tout caractère exceptionnel à l'intériorité humaine pour en arriver à votre projet politique? Est-ce qu'il n'y aurait pas une piste où on pourrait maintenir une forme d'humanisme, finalement, de privilège de l'homme, de l'intériorité humaine, sans pour autant arriver au spectacle désolant dont l'affiche nous est présentée ici? Est-ce que, par exemple, avec une philosophie comme celle de Hans Jonas, où l'homme a bien un privilège, c'est justement celui de la responsabilité, et il faut bien toutes les caractéristiques de son intériorité pour assumer cette responsabilité, et ainsi on maintient au fond à la fois le caractère privilégié de l'humanité sans déboucher sur une exploitation démesurée que vous dénoncez à juste titre. C'est pas moi qui me fais l'apôtre de la généralisation de l'intériorité aux non-humains. D'abord, c'est une aptitude que nous avons tous dans certaines circonstances à prêter une intériorité à des non-humains. Et d'autre part, c'est une aptitude qui a été systématisée par certaines populations, et encore à l'heure actuelle, qui leur fournit une façon de composer leur monde. Donc je ne vois aucune raison de leur dénier le droit de composer leur monde de cette façon-là. Mais je suis d'accord avec vous que la question de la responsabilité est fondamentale. Et c'est parce que nous sommes, au fond, à l'intérieur de ces milieux de vie, les espèces
l'espèce perturbatrice, en écologie, on appellerait ça l'espèce clé d'une certaine façon, parce que l'espèce perturbatrice la plus importante, que de ce fait, nous avons la responsabilité la plus importante pour assurer que d'autres entités... je parle d'espèces parce que c'est un langage qui nous est familier, mais en fond, si j'ai employé à diverses reprises dans ma conférence le terme d'existant. C'est un terme qui permet, au fond, qui est un terme un peu générique, et qui qualifie non seulement, bien sûr, des êtres, des non-humains, mais aussi des idées, des états, des divinités, des présences, au fond, tout ce qui fait qu'un monde est riche et significatif, rempli d'êtres qui agissent, pas nécessairement, et certainement même absolument pas, du type de ceux des mondes qui nous sont, ou du monde qui nous est familier ici, mais qui, au fond, en diffèrent parce que beaucoup de ces mondes-là n'ont pas, j'ai employé le terme épuré tout à l'heure, n'ont pas épuré les non-humains de leur environnement. Et donc, je comprends très bien la question que vous me posez, mais je trouve que Hans Jonas fait une confiance extraordinaire à l'aptitude de l'humanité à régler ces problèmes par le principe de responsabilité. Et je pense que le réchauffement... Il a écrit avant qu'on ait véritablement pris conscience du réchauffement climatique, et je pense que le réchauffement climatique offre l'exemple de ce que ce principe de responsabilité, même s'il y a des choses comme le GIEC et d'autres organismes de ce type-là, n'a pas été suffisant pour permettre l'attitude responsable qu'il appelait de ses voeux. Et donc, encore une fois, je ne me fais pas l'apôtre de la... Je ne dis pas il faut tous qu'on devienne des animistes ou qu'on devienne tous des totémistes. Ce que je veux simplement, c'est que le monde naturaliste ne dicte pas sa loi à d'autres façons de composer des mondes. Et il ne dicte pas sa loi en prenant deux précautions, c'est-à-dire en tâchant de n'être pas trop anthropocentrique et en tâchant de n'être pas trop eurocentrique. Et donc ça suppose, vis-à-vis de nous-mêmes, une chose qui est plutôt facile pour les anthropologues, parce qu'on a l'habitude, au fond, de vivre dans d'autres mondes. Mais ça suppose pour nous-mêmes de ne pas considérer que, au fond, les modes de développement, la façon d'envisager l'organisation du monde, l'ontologie, la cosmologie, etc., depuis quelques siècles en Europe, soit la norme auquel d'autres civilisations et d'autres existants doivent se conformer. Et ça suppose, au fond, un travail d'éducation, un travail, une humilité. À poser la question à propos de la décroissance. Non, c'est Denis Chevalier qui posait la question à propos des différents types d'habitudes. Parmi les solutions possibles, il y a aussi l'éducation, tant au sein de la famille qu'au sein de l'école, et en particulier, une chose très simple, deux sciences des systèmes, qui sont l'anthropologie et l'écologie, ne sont pas enseignées à l'école, ne sont pas enseignées dans l'enseignement secondaire. C'est deux sciences des systèmes qui nous apprennent à comprendre que le monde est composé de relations entre des êtres de nature différente, que ce soit des humains dans un cas ou des non-humains dans l'autre cas. Et je pense qu'introduire des notions d'anthropologie et d'écologie, au moins dans l'enseignement secondaire, c'est une chose absolument fondamentale, parce que ça nous rendrait conscience précisément que chacune de nos actions, à tout moment, a des conséquences considérables, parce que nous sommes en interaction avec des milliers et des milliers d'autres êtres. Alors on le sait maintenant encore de façon encore plus nette. Les humains, on l'apprend avec
les travaux récents en biologie, les humains sont finalement très peu humains. Il y a un organisme humain, mais puis il y a aussi, à l'intérieur de l'organisme humain, des milliers d'espèces qui contribuent à faire des humains ce qu'ils sont. Donc nous ne sommes pas des humains complets, si je puis dire. Nous sommes déjà des écosystèmes complexes. Et au fond, essayer d'apprendre cela serait probablement quelque chose de très important. On n'aurait peut-être pas besoin d'apprendre à trier après, hein, parce qu'on aurait conscience que l'on est soi-même, au fond, un élément à l'intérieur d'une chaîne, d'un réseau très complexe, et que chacune de nos actions, de soulever un verre, de pousser quelque chose, a une conséquence et peut entraîner de très nombreux effets. Et donc je pense que l'éducation aussi joue un rôle fondamental. Et donc je plaide depuis longtemps, sans grand succès pour le moment, mais enfin pour l'enseignement d'anthropologie et de l'écologie dans l'enseignement secondaire. Alors, il y avait une autre question. Oui. Pour revenir un peu, j'aimerais revenir un peu en arrière à propos de la notion. Je suis derrière les gens. À propos de la notion de bien commun, qui a été évoquée, et donc de cette articulation possible ou prolongement possible entre votre anthropologie et puis une manière d'envisager une action, y compris dans le domaine du droit. Alors, je suis un peu gêné avec la notion de bien commun, si on la prend au pluriel, si j'essaie de la mettre en corrélation avec votre analyse du naturalisme, puisque la manière dont les penseurs des biens communs, notamment Elinor Ostrom aujourd'hui, envisagent cette notion, précisément, vont définir les biens communs comme des ressources. Et me semble-t-il, si je comprends bien votre propos, la notion même de ressources et le rapport à la nature qui est engagé par la notion de ressources nous conduit vers ce que vous appelez le naturalisme, c'est-à-dire une certaine ontologie qui semble être d'une certaine manière en contradiction avec l'inspiration, je dirais, philosophique et éthique qui est portée et juridique qui est portée par la notion de bien commun au pluriel. Alors du coup, je me demande vers quelle direction on peut aller dans ces analyses qui sont portées vers la notion de commun en termes de perspective politique et juridique, dans la perspective de vos réflexions actuelles. Mais tous ces Hans Jonas ou Elinor Ostrom, il faut envisager ces différentes façons de voir les choses comme des trains circulant sur des voies parallèles qui vont à des vitesses différentes. Et qui ne remplissent pas les mêmes. Elinor Ostrom a fait un remarquable travail en invalidant en fait les thèses de Garrett Hardin sur ce qu'on a appelé la tragédie des communs, c'est-à-dire cette idée que si on laisse les humains s'occuper d'une ressource commune comme ça, ils vont tout bousiller parce que leur appétit insatiable pour maximiser la ressource individuellement va aboutir au fait qu'ils vont détruire la ressource. Alors, ce que Elinor Ostrom, en grande économiste, a bien montré, c'est que c'est une expérience de pensée qui n'a aucun sens, parce que quand il y a des ressources, il y a toujours des systèmes d'usage des ressources, et ce qui compte, au fond, dans les communs, c'est le contrôle d'usage de ces ressources. Donc ça, c'est très important. Mais évidemment, la perspective dans laquelle je me place est différente de celle d'Ostrom. J'admire son travail, mais puisqu'il s'agit, dans le cas présent, effectivement, de déressourciser les communs. Et il me semble que, précisément, donner aux communs une sorte de priorité juridique ou ontologique conduit à ne plus les considérer comme des ressources. Une partie du travail qui est à faire est un travail conceptuel, c'est un travail d'auto-transformation, d'autopoïèse, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il nous faut apprendre à penser autrement, il nous faut nous faire des petits déplacements conceptuels pour voir les choses de façon différente. Alors, je veux dire, c'est très optimiste, mais non, c'est pas très optimiste. Je pense
Moi, je prends toujours l'exemple précisément des philosophes des Lumières. Qui aurait pu penser au début, enfin même dans le début de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, que cette bande d'illuminés qui écrivait des pamphlets qui circulaient sous le manteau depuis Amsterdam, que les critiques qu'ils formulaient et que les formes d'organisation politique qu'ils promouvaient allaient devenir la norme moins d'un siècle plus tard. Personne. Donc c'est possible. On est dans une situation à l'heure actuelle qui est du même ordre que celle de la philosophie politique de la deuxième moitié du XVIIIe siècle a confronté, ou que les grands penseurs socialistes du XIXe siècle ont confronté. C'est-à-dire une situation dans laquelle précisément un effort intellectuel considérable doit être mené pour nous habituer à penser autrement. Et c'est un effort collectif, bien sûr. Merci pour votre conférence. Je voulais vous demander comment est-ce que vous articulez le naturalisme avec la science. Parce que vous nous disiez que que le scientifique est un naturaliste qui veut décrire le monde qui se déroule indépendamment de son existence. Et en même temps que les connaissances qui sont produites sont en contradiction avec l'idéologie naturaliste. Et je me demandais aussi comment vous placez-vous en tant que scientifique par rapport au naturalisme. Est-ce que, comme vous le disiez, est-ce que la science n'est pas une manière de dicter la loi naturaliste au reste du monde? Oh, ça, c'est un peu excessif comme formule. Il y a une citation de Merleau-Ponty que j'apprécie particulièrement dans son cours sur la nature. Il dit ce n'est pas l'accumulation des découvertes scientifiques qui a changé l'idée de nature, c'est le changement de l'idée de nature qui a permis la révolution scientifique. Et donc c'est vrai qu'il y a un lien étroit entre une cosmologie qui s'est mise en place, et c'est pas un hasard si moi je fais débuter en tout cas le naturalisme pour sa forme discursive, en tout cas propositionnelle, au XVIIe siècle, donc à la révolution scientifique, même si on peut en trouver des traces avant en Europe, en particulier dans les images. Mais ça ne veut pas dire que la science soit complètement arrimée au naturalisme. Ce que le naturalisme a constitué, c'est un terreau au sein duquel l'activité scientifique s'est développée. Et cette activité scientifique, une fois que les procédures sur lesquelles elle est fondée sont connues et maîtrisées, elle peut se déployer dans des contextes ontologiques qui sont tout à fait différents. Il me semble que alors je parlais tout à l'heure de la Chine, et lorsque je disais que des collègues anthropologues montrent comment les 10 000 essences sont encore présentes dans le Pékin contemporain, il me semble que la Chine, encore à bien des égards, représente ce que j'ai appelé une cosmologie analogiste. Ça ne les empêche pas de faire de la science de très bonne qualité, parce que les procédures ont été transportées depuis l'Europe, et sont devenues une sorte de patrimoine commun. Quant à ma position personnelle, moi je suis le produit du naturalisme, ça va de soi. Je ne suis pas né dans un nuage qui m'aurait prémuni de l'ère du temps. Mais simplement, comme beaucoup d'anthropologues, j'ai rencontré des formes de pensée extrêmement différentes de la mienne, qui m'ont conduit à me rendre compte que les concepts que nous utilisions dans les sciences sociales étaient des concepts qui étaient très liés à notre destinée historique. Autrement dit, par exemple, lorsque un botaniste s'intéresse à la photosynthèse, quelque chose que j'évoquais tout à l'heure,
La photosynthèse, c'est un phénomène qui se déploie partout, ce n'est pas culturellement relatif. Et donc on peut considérer que ce qui a trait à la photosynthèse, c'est un phénomène de type universel. Le coup de force que nous, quand je dis nous, c'était les sciences sociales, les représentants des sciences sociales avons mené, c'est de faire croire que les concepts au moyen desquels nous décrivions le monde étaient des concepts universels. Nature, société, histoire, art, etc., religion, etc. Pas du tout. C'est des concepts qui sont nés progressivement l'effort énorme que l'Europe a fait pour s'objectiver dans une trajectoire historique à partir, disons, enfin, c'est un travail ancien, mais la plupart de ces concepts ont véritablement pris une densité opératoire à partir de la philosophie des Lumières. Et ce sont ces concepts que nous, dans le cours du XIXe siècle, dans les sciences sociales, nous avons utilisés pour décrire le reste du monde. Mais ces concepts n'ont aucune validité universelle. Ce sont des concepts qui ont été très efficaces de façon réflexive pour que l'Europe pense sa propre destinée. Donc, vous voyez, et au fond, ce à quoi je vise, d'ailleurs, certains de mes amis me le reprochent parfois, c'est un universalisme qui soit pas simplement un universalisme relatif, un universalisme des relations, mais c'est un universalisme dans lequel les concepts que nous employons soient moins entachés de déterminisme historique local. Écoutez, merci Philippe Descola. Je pense qu'on peut l'applaudir.